Bonjour, bonjour. Merci, merci à vous d'être là pour cette conférence, cette table ronde sur les enjeux de cybersécurité dans l'industrie. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Lectra, acteur industriel majeur en Nouvelle-Aquitaine, hein, on peut le dire, qui fête ses 50 ans. Oui, cette année. Merci à Frédéric Dufaux, directrice cybersécurité et compliance chez Lectra d'être avec nous, et à Fabien Loubia, responsable de la sécurité des systèmes d'information chez Lectra, de participer à cette table ronde. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'intégration des enjeux de cybersécurité chez Lectra, puisque Lectra fête ses 50 ans, peut-être on peut prendre quelques minutes pour revenir sur l'histoire de Lectra, parce que ça éclaire aussi pas mal le processus d'intégration, le cheminement de la cybersécurité. Oui. Fabien. Ouais. Frédéric, tu peux peut-être redémarrer, puis j'embrayerai. Alors, je démarre. Effectivement, Lectra fête ses 50 ans cette année. C'est une entreprise fondée en 1973 qui est cotée en bourse sur l'Euronext Paris. Aujourd'hui, Lectra, alors nous sommes un partenaire stratégique des acteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement. Donc, Lectra fournit des solutions et des logiciels pour accompagner le développement et la croissance de ces trois secteurs d'activité, ainsi que des équipements industriels qui permettent la découpe des matériaux. Donc, des matériaux souples comme le tissu, le cuir et autres textiles souples. Donc, concernant le secteur de la mode, qui est le secteur principal et historique pour lequel Lectra intervient, on crée donc historiquement, on crée des logiciels pour aider ces entreprises. Alors, on parle des marques que vous connaissez. Nos clients sont les marques, que ce soit dans le secteur du luxe ou les marques de prêt-à-porter qui font de la production de masse, comme on dit. Donc, on leur propose des logiciels de conception pour designer et concevoir leur collection, pour gérer tout le cycle de vie de ces collections également. Et ensuite, tout un tas d'offres augmentées pour gérer à la demande la mise en production, enfin la mise en découpe de ces collections, donc jusqu'à la machine qui permet de découper sur mesure les différents modèles créés. Donc, on fait la même chose dans le secteur de l'automobile. Donc là, on va parler pour les équipementiers automobiles, on va les accompagner sur tout ce qui est siège, airbag, et peut-être tout ce qui est volant et autres textiles qui a de l'habitacle. Voilà. Et puis dans l'ameublement, voilà, les sièges et canapés sur lesquels nous sommes installés sur le même type de solution. Alors, en quelques mots, Lectra, c'est plus de 2500 salariés dans le monde entier. Grosso modo, nous sommes 30% européens, 30% américains et 30% en Asie. Au niveau du chiffre d'affaires, on a plus de 522 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Un petit peu de la même manière, d'ailleurs, 30% du chiffre d'affaires est fait en Europe, enfin 28 très exactement, 32% en Asie et 10% sur les autres pays et 30% en Amérique aussi. Aujourd'hui, c'est plus de 25 000 clients dans le monde entier et plus de 7 000 équipements qui sont vendus aux quatre coins du monde et utilisés par nos clients Lectra. Je pense que, enfin, alors me concernant, si je me présente quand même en 2 minutes avant de laisser la parole à Fabien. Donc moi, j'ai rejoint le groupe Lectra l'année dernière pour la création d'un service cybersécurité et conformité. La conformité, on parle de tout ce qui est
compliance de nos équipements par rapport aux différentes normes. Donc, que ce soit la norme CE pour pouvoir vendre nos équipements de manière le plus sûre, enfin des équipements les plus sécures possibles par rapport à ces différentes directives. Donc CE pour l'Europe, UL pour les États-Unis. Donc on a un service en charge du respect de l'ensemble de ces directives et qui accompagne nos équipes R&D au quotidien. Donc on appelle ça la security by design, mais qu'on met en place dès la machine et la conception de la machine. Et puis le service cybersécurité qui s'est structuré, on en parlera peut-être un peu plus en détail après, ouais, sur cette dernière année où j'ai rejoint le groupe. Et puis je vais laisser la parole à Fabien qui travaille avec moi, mais qui lui saura vous parler bien mieux que moi de cette magnifique entreprise, parce que ça fait presque plus de 20 ans qu'il y est. Donc, oui, justement, Fabien, ça fait effectivement plus de 20 ans 23 que vous êtes chez Electra, et donc vous avez vu l'évolution des métiers de Electra, oui, avec l'évolution aussi des enjeux de cybersécurité au sein de cette évolution. Oui. En fait, je vais pas forcément m'attarder trop. Pardon, je vais pas m'attarder trop sur la partie historique de Electra, parce que sinon on peut y passer la journée. On va pas résumer 50 ans de Electra en quelques minutes. Voilà. Mais allez, en quelques phrases, on est passé effectivement d'un monde où on livrait quelque part des solutions logicielles, puisqu'on est parti de là à l'origine chez Electra, chez nos clients des solutions de CAO, vers des solutions de CFAO, où en fait on accompagne non seulement la conception en fait des produits chez les clients, donc ce soit Frédéric en parlait, ça peut être des textiles, entre guillemets, des textiles techniques, des textiles dans l'industrie de la mode, dans l'industrie automobile, jusqu'à la fabrication en fait. Et donc là, c'est ça qui est important quelque part. On accompagne nos clients sur le manufacturing, entre guillemets, de leur collection. Donc au niveau automobile, au niveau ameublement, au niveau de la mode. Et pour ça, on a des lignes de produits spécifiques pour les accompagner. On est passé finalement d'un mode de commercialisation, on va dire, quelque part où on livrait une boîte, où on livrait des logiciels chez les clients, à une fourniture de services connectés. Et c'est ça qui a tout changé, en fait. C'est que depuis maintenant, on va dire 5-6 ans, on fournit des solutions connectées, des solutions qui sont connectées au cloud. Elles ont été auparavant connectées directement chez nous, du temps où on parlait pas trop du cloud, puisqu'on a commencé en fait ces systèmes de connectivité de machines depuis 2007, donc ça fait déjà un petit moment. À l'époque, le cloud n'existait pas, ou c'était les balbutiements. Et maintenant, on a fait évoluer nos offres, entre guillemets, pour que toutes ces machines, autrefois connectées directement chez nous, communiquent directement sur des services cloud. Et ça, en fait, d'un point de vue cybersécurité, ça a tout changé. Parce que quelque part, le paradigme qu'on avait où on mettait le focus sur notre propre cybersécurité quelque part pour assurer à la fois nos problèmes de sécurité, Electra, mais aussi ceux de nos clients qui nous envoyaient leurs données. Là, on déporte un petit peu le problème quelque part sur des systèmes d'information qui sont ailleurs, dans le cloud, peut-être même chez les clients, puisque il faut s'assurer aussi que ce qu'on met chez les clients, ça soit sécure pour eux et quelque part par rebond pour nous, puisque quelque part, ils nous transmettent leurs données. Donc, en fait, c'est vraiment une évolution majeure dans la cyber. C'est aussi pour ça que quelque part, et on en reparlera tout à l'heure, on s'est un petit peu restructuré pour accompagner ce mouvement. Très bien. Mais c'est aussi, Electra, bon, voilà, vous l'avez dit, c'est quand même une grosse société. Vous avez un panel de clients et de fournisseurs qui gravitent autour de vous. Donc toute une supply chain qui est mise en place. Voilà, pour tenir vos objectifs de sécurité, il y a forcément une partie de vos contraintes, de vos règles de sécurité qui transpirent vers ces fournisseurs. Comment vous gérez justement cette multitude de fournisseurs et comment vous pouvez les intégrer à vos exigences de sécurité? Alors, comme on vous l'a dit, effectivement, aujourd'hui, de par cette offre et cette industrie 4.0, on connecte. Alors, nous, Electra, on est l'intermédiaire entre le système d'information du client et ce produit final. Alors, ce qui est important à imaginer, c'est qu'en fait, on a des solutions qui sont des solutions qu'on va développer chez nous.
On va les installer dans un cloud donc multi-acteurs, donc chez un hébergeur, et on va avoir nos machines qui, elles, sont installées chez les clients et qui maintenant sont ouvertes vers ce cloud pour pouvoir récupérer des informations de ces solutions qu'on a développées. Donc ça veut dire qu'on a tous ces systèmes d'information qui communiquent entre eux, et forcément notre hébergeur est un fournisseur, par exemple, principal. Alors celui-là qu'on espère le plus sécurisé possible, évidemment, comme bien nombre d'entre vous, j'imagine, on est chez des gros acteurs, mais on va avoir aussi au sein de nous, notre propre système d'information, différents fournisseurs et également des fournisseurs sur d'autres types d'activités. Donc, que ce soit des fournisseurs informatiques ou des fournisseurs d'autres types de matériel. Donc, on a décidé chez Electra de mettre en place, nous, tout un tas de contrôles qu'on a structurés dans notre système de management de la sécurité. Et on a créé un process avec nos services, donc gestion de projet, que ce soit des projets internes ou avec nos acheteurs qu'on a mis un petit peu aussi en garde-fou derrière pour être sûr que tous ces fournisseurs qu'on va recenser et tous ces nouveaux fournisseurs entrent dans ce process d'intégration. Donc on a prévu différentes questions, des questionnaires, ce qu'on a appelé questionnaire sécurité, avec des thématiques bien précises. Si je suis fournisseur et que je vous offre un service connecté, si je suis un fournisseur juste avec un logiciel mais qu'on va installer chez nous, etc. Et en fonction de ces différents fournisseurs, on va leur imposer une sorte de passage obligatoire aux questions-réponses et qui vont être analysées ensuite par nos services pour pouvoir décider de l'homologation de ce fournisseur. Oui, juste pour ajouter 2 mots par rapport à ce qui vient d'être dit, ce qu'il faut bien voir, c'est que on va dire ce système entre guillemets de gates, qu'on appelle nous les passages en fait par des questionnaires, viennent aussi de nos exigences de clients. C'est-à-dire qu'on travaille avec des clients automobiles, il est bien évident que ces clients-là, ils sont beaucoup plus exigeants en termes de sécurité que d'autres types de clients, voilà, que nous avons dans le fashion ou l'ameublement. Et c'est bien normal d'un point de vue de leur métier. Du coup, ils imposent à leurs fournisseurs, et nous faisons partie de leurs fournisseurs, également des contraintes. Et ils nous demandent, en tant que fournisseurs, on va dire de premier plan, de leur garantir que notre système de supply chain répond aussi aux mêmes problématiques. Donc, en fait, il faut que sur toute la chaîne, on s'assure que on ait un niveau de sécurité qui soit cohérent. Ce qui nous oblige à effectivement maintenir quelque part un système de, on va dire, alors questionnaire, ça c'est le raccourci, mais tout un système en fait de gestion de la sécurité tout au long de la supply chain au niveau de nos fournisseurs à nous, qui soient logiciels, qui soient des fournisseurs également de matériel, puisque nous fabriquons des équipements de CFAO, donc ce sont des machines, et donc quelque part les fournisseurs qui nous fournissent en équipement de type carte électronique et autres doivent répondre aussi à ces critères-là. Voilà. Donc ça, c'est important d'avoir en tête. C'est fondamental d'assurer sur toute la chaîne, en fait, toute la chaîne de valeur, entre guillemets, sur nos dispositifs, une sécurité qui soit cohérente. Tu peux peut-être citer quelques critères Alors, parmi les critères, effectivement, parmi les critères, on en a effectivement un certain nombre qui concernent directement la cybersécurité au sens notamment de toute la partie gestion d'identité. On est très attentif à ça parce que c'est quelque part le point d'entrée en fait sur nos systèmes et le point d'entrée pour nos clients. Donc toute cette gestion des identités numériques, donc la question des comptes utilisateurs, de la moyen de s'authentifier, etc. C'est évidemment au cœur de nos sujets. Mais il y a plein d'autres sujets, notamment en termes de disponibilité. Évidemment, quand on parle d'acteurs automobiles, ce sont des gens qui sont très sensibles à la disponibilité de nos équipements, de nos logiciels chez eux pour pouvoir produire en temps et en heure. Et donc, il faut qu'on assure à ces gens-là effectivement un bon niveau de service, donc au travers de nos partenaires et puis au travers de nos propres solutions. Deux exemples très rapides. Mais c'est aussi, alors, voilà, on voit bien l'implication et le report d'exigences de sécurité tout au long de la supply chain, mais c'est aussi une question vraiment interne
puisque vous-même, voilà, Bien sûr. Lectra, vous faites de la R&D en continu. Il y a sans cesse des nouveaux projets, et vous intégrez aussi ces exigences de sécurité dans les métiers, dans les différents métiers de Lectra. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est comment vous matérialisez justement ces exigences de sécurité tout au long des projets, et puis quelle gouvernance vous mettez en place, parce qu'on voit les enjeux sont vraiment multiples, à la fois vis-à-vis de vos clients, de vos fournisseurs, les objectifs de conformité, mais aussi les objectifs internes de prise en compte des enjeux cyber dans chacun des projets. Je démarre. Non, je vous disais, donc la cybersécurité, alors le choix qu'on a fait depuis une année, c'est effectivement de coupler ces deux services, conformité et cybersécurité. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, la compliance et la conformité étaient quelque chose qui fait partie, on va dire, des habitudes de nos collègues Lectra. Donc aujourd'hui, nos services R&D n'imaginent pas concevoir une machine sans que l'équipe conformité ait donné ses prérequis pour chaque nouveau modèle et donné les évolutions normatives et réglementaires qui évoluent forcément au fil de l'eau, et également et participer aux tests, qualifications, homologations de différentes parties jugées plus ou moins dangereuses des machines. Et donc, on a décidé de caler, on va dire, notre système de management de la sécurité, enfin de la cybersécurité, sur quelque chose qui était en place et qui tourne depuis des années chez Lectra. Donc là, notre enjeu sur cette dernière année était de mettre des process en place pour que nos équipes R&D, software par exemple, ou autres, même hardware, puissent intégrer à chaque nouvelle solution ou évolution d'une nouvelle fonctionnalité à la demande d'un client ou autre évolution jugée stratégique pour le groupe. On met en place une espèce de trame, de guide, de questions à se poser au moment même de la conception du produit ou de la solution ou du morceau de solution. Et si nos équipes répondent, alors on parle d'équipes, là on parle des équipes R&D qui sont des équipes agiles, qui vont développer. Donc si certaines questions, par exemple, Fabien parlait d'authentification, est-ce que je vais avoir à gérer de l'authentification du client? Oui. Est-ce que le client, je vais gérer de la donnée confidentielle sur une part de cette machine ou de cette solution? Oui. Si on répond à un seul oui, alors on doit embarquer l'équipe cybersécurité dès le départ du projet. Et je vais laisser Fabien vous expliquer. On s'est inspiré de différentes normes et référentiels très classiques. Tout à fait. Juste pour finir avec ton exemple qui est assez frappant, c'est vrai que dans notre système de gestion de projet que nous avons à la R&D, alors que ce soit R&D hard ou R&D soft, on intègre effectivement de plus en plus les aspects sécurité dès le départ, dès la conception en fait de nos offres. Et on a un système, j'en parlais tout à l'heure, un système de gate qui fait que ce sont des points de passage en quelque sorte. Voilà, c'est anglicisme, mais ce sont des points de passage qui permettent en fait de checker, de vérifier si on respecte bien effectivement nos exigences de sécurité. Alors ces exigences de sécurité, on les a mises en place à plusieurs niveaux. On a évidemment classiquement une PSSI et puis d'ailleurs des politiques, on va dire, opérationnelles de sécurité qu'on décline en fait par secteur d'activité. On en a une qui concerne effectivement la gestion d'identité. On va en avoir une autre qui va concerner la gestion de nos sauvegardes. Une autre qui va concerner notre plan d'assurance sécurité pour le client. Une autre qui concerne la charte informatique. Donc en fait, on a tout un système, on va dire, d'exigences de sécurité qu'on décline de plus en plus en opération au fur et à mesure qu'on descend en fait dans la description, jusqu'à arriver à la procédure finale. La procédure pour opérer un système de sauvegarde, pour opérer des contrôles en fait qu'on fait au fur et à mesure en fait du cycle de vie de nos projets. Donc tout ça en fait, ça a été mis en place et on continue, c'est de l'amélioration continue. Et au-delà de ces stratégies donc qui ont été écrites, c'est des contrôles. Alors les contrôles, on les fait à différents niveaux. On les fait au niveau des équipes parce qu'on a intégré en fait dans le système de développement
toute une série de contrôles qu'on mène de manière automatique ou manuelle tout au long du cycle de développement des produits et des logiciels. Et en fin de cycle, quelque part, c'est plutôt le côté cybersécurité qui revient. Donc, on a un contrôle de deuxième niveau où là, on vérifie que les équipes de premier niveau ont bien fait leur travail. Et leur contrôle. Et leur contrôle. Voilà. Donc, en fait, on a mis en place ce système-là de manière à cadrer un petit peu les choses au niveau des cycles de développement de produits. Alors, pour mettre... non, ça va. On a encore un peu de temps. Oui. C'est pas pour nous, la cloche. Donc, pour mettre en place ce système de gouvernance, on s'est inspiré des standards les plus classiques de la cybersécurité. Donc, on a déroulé tout notre système en conformité de l'ISO 27001. On travaille aussi et on a effectué une première analyse de risque. Enfin, en tout cas, pas une première, mais en tout cas, on a refait un risk assessment l'année dernière sur la base du NIST, donc où on a interviewé presque une centaine de personnes au sein de notre entreprise sur les différents enjeux sécuritaires importants dans leur fonction et dans leur activité. Et on a déroulé des interviews comme ça en leur posant des questions. Qu'est-ce qui, chez vous, serait catastrophique si demain vous n'aviez plus quelle solution, donc voilà, la continuité d'activité. Et puis le deuxième point sur lequel on les a interviewés, c'était sur la confidentialité ou en tout cas ou même la propriété intellectuelle à sauvegarder, à protéger dans le cadre de leur activité. Et on a mélangé tous ces risques et puis on en a sorti certains plus critiques que d'autres. Et on a déroulé une roadmap de 3 ans, là, donc 2023-2025, sur tous ces enjeux cybersécurité qui sont remontés lors de ce risk assessment. Alors celui-ci, on l'a fait sur la base du NIST. Alors parce que on a tout un tas de clients aussi américains, oui. Puisque Lectra a acquis l'année dernière, enfin il y a 2 ans, 3 ans, 2021. Son concurrent principal américain, donc avec les clients aussi qui vont bien. Je te laisse. Tout à fait. Et juste pour compléter dans ce que tu disais sur le NIST, qui est très vrai, je pense qu'au-delà de la partie analyse de risque cyber, c'est une analyse de risque business que nous avons faite, mais orientée cybersécurité. Et ça, c'est très important quand vous parlez à des patrons, quand vous parlez à des business unit directors. Ils sont intéressés en fait par leur business et quelque part leur préoccupation, moins par la partie technique et la partie cybersécurité. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment orienter cette analyse de risque là-dessus. Il faut aller les voir, il faut leur dire voilà, dans ton business, dans ce que tu fais habituellement, qu'est-ce qui se passerait si jamais ça ou ça n'était plus disponible ou tu perdais telle ou telle donnée? Qu'est-ce que ça coûterait à Lectra? Est-ce que ça serait important, peu important, etc. Et on fait un petit tableau comme ça. Derrière, ça permet on va dire, de mitiger certains risques que nous, on avait considérés en tant qu'informaticiens, j'allais dire, importants, alors qu'en fait, il était beaucoup moins que d'autres risques qu'on n'avait pas forcément, nous, vus en tant que techniciens. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant à mener. Non, enfin, clairement, je pense que ça, c'est un retour d'expérience assez général sur les filières, notamment industrielles, oui. de mener l'approche par le business oui. et la continuité d'activité, plutôt que par la vue très technique des spécialistes de cybersécurité. Et c'est beaucoup plus parlant. Mais par contre, ça en fait un sujet beaucoup plus évolutif, puisque la vie du business, voilà, c'est encore plus. On dit que les enjeux de transformation numérique, enfin le numérique en général, la cybersécurité, c'est très très évolutif, mais le business, ça l'est encore plus. C'est sûr. Donc forcément, le sujet cyber au sein des projets, au sein de la chaîne de production, ça devient un sujet très très vivant, avec comme vous l'avez fait, une politique qui rentre vraiment dans les différents cœurs de métier de Lectra. Donc, il y a forcément aussi des enjeux humains, des enjeux, et puis, en tout premier lieu, des enjeux de ressources, de temps à consacrer à ces sujets-là.
et à s'organiser sans avoir une équipe cyber qui fasse la moitié du personnel de l'entreprise. Comment vous avez réussi à résoudre cette équation un petit peu complexe? Alors, on a mis en place quelque chose qui ressemble à tout service transverse. On connaît plus facilement les. Alors déjà, c'est transverse. C'est pas une approche en silo. Non. Donc aujourd'hui, justement, le choix qui a été fait l'année dernière, on avait déjà des experts sécurité. Fabien, par exemple, était lui-même au sein de la DSI en tant qu'expert sécurité. Et on a aussi chez nous, au sein de notre service, un spécialiste qui a monté une usine de sécurité des développements. Donc, on parle de scan de vulnérabilité au quotidien sur chaque morceau de code qui a été développé dans la journée. On a des campagnes de pen test aussi donc sur certaines choses on a monté beaucoup de choses automatisées. C'est ça. Évidemment. D'automatisme. Pour évidemment ne pas avoir la moitié des ressources. C'est votre vie, l'automatisation, de toute façon. Oui. Mais ces personnes qui étaient au sein des équipes techniques avant ont été regroupées. Effectivement, c'est un choix qui a été fait par le CTO l'an dernier. Ont été regroupées au sein d'un service qu'on appelle global et transverse à l'entreprise. Donc, notre rôle est d'accompagner tous les métiers, y compris les métiers administratifs, les ressources humaines, les services financiers, qui aujourd'hui, bien que pas techniques, sont les ressources humaines et les SIRH. Si on parle de cybersécurité, on parle aussi de RGPD. Enfin, tout le monde est au cœur du sujet depuis quelques années. Donc, il faut sensibiliser au quotidien ces services qui, justement, ne sont pas techniques. Il faut savoir leur parler leur langue de leur métier pour qu'on arrive à la conclusion que finalement nos enjeux sont les mêmes. Ouais. C'est-à-dire que ce qui est important à protéger dans la continuité de leur service, c'est aussi pour Lectra ce qui est important à protéger pour nos salariés en tant qu'RGPD et pour nos clients, nos fournisseurs, pour aussi notre business en termes de sauvegarde quotidienne de notre propriété intellectuelle ou même la continuité de l'activité elle-même. Donc, c'est de la sensibilisation, c'est de l'accompagnement au quotidien, c'est des séances de travail, de brainstorming et de réflexion sur des sujets précis avec des équipes métiers. Oui, je pense que tu as à peu près tout dit. Juste un petit focus quand même sur la partie automatisation parce que je pense que c'est alors très très vite. Je pense que c'est la clé. Vous l'avez dit, effectivement, on peut pas avoir une équipe cybersécurité pléthorique parce que ça n'aurait pas non plus de sens dans notre business. Mais par contre, le fait d'automatiser un maximum de choses, un maximum de contrôle et d'outiller en fait sur toute la chaîne de valeur, j'en parlais tout à l'heure, finalement tout ce qu'on met en place avec des indicateurs de sécurité pour qu'on puisse avoir des tableaux de bord qui ressemblent à quelque chose et d'être averti en fait. Il y a rien de pire dans la cybersécurité que d'être aveugle. Et la plupart des gens sont aveugles dans la cybersécurité. Les gens qui nous, entre guillemets, qui nous veulent du mal, ils ont toujours un coup d'avance. Donc, en fait, il faut essayer de rattraper ce retard-là en étant averti le plus tôt possible. Et donc, plus vous instrumentalisez, en fait, quelque part vos équipements, alors en interne bien sûr, et aussi pour nous dans nos solutions, et plus on est capable de tirer de l'information en avance de phase et de pouvoir réagir vite. En fait, c'est la vitesse de réaction qui est fondamentale. Donc, pour résumer, juste avant de passer aux questions, parce que je crois qu'il nous reste quelques minutes pour ça, pilotage, anticipation et intégration du sujet au cœur des métiers, c'est vraiment ce qui a permis à Lectra d'atteindre un niveau de sécurité que je ne vous demanderai pas de qualifier parce que c'est toujours difficile de se mettre en avant de ce côté-là. Et on est toujours perfectible. Et on est toujours perfectible. L'amélioration. Voilà, mais qui, en tout cas, déjà vous permet en tant que directrice cyber et RSSI de prendre quelques minutes pour vous échapper sur un salon. C'est déjà pas mal. On y arrive. À deux en plus. Donc petit coucou aux attaquants, c'est le moment, allez-y. Donc on a quelques minutes
Si l'une ou l'un d'entre vous a des questions, oui. Alors, il doit y avoir un micro qui doit circuler dans la salle, ou sinon je vais vous prêter le mien. Non, c'est bon, je vois que ça arrive. Le voilà. Ici, on a une question juste devant. Merci. Une question, c'est du préventif, et en cas de détection de faille, qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir remettre rapidement en route tout ce qui est PRA ou pouvoir corriger les éléments? Alors là, il y a plusieurs questions dans votre question en fait. Il y a la partie PRA, donc on travaille sur le PRA. Il y a la partie faille, où là, effectivement, en fonction effectivement des vulnérabilités détectées, des failles détectées, on a plusieurs en fait niveaux de réponse en rapport avec les vulnérabilités ou la faille détectée. On est capable d'aller très vite, évidemment, vous l'imaginez, dans certains cas. Et puis dans d'autres cas, quand on juge en fait que la faille, on a un petit peu de temps pour la corriger, ben on prend le temps de le faire correctement, parce que quelquefois la correction peut être pire que le mal. Donc, je dirais, on a aussi un système de gestion d'incidents qui fait qu'on est capable en fait d'avoir la bonne réponse en fonction finalement du type d'incident auquel on est confronté. Ça va jusqu'à la gestion de crise, bien sûr. Donc, oui, encore une fois, c'est à planifier un petit peu, à travailler. Là encore, c'est avec l'expérience que ça s'acquiert, et c'est en fonction des organisations et en fonction quelque part des contraintes des organisations aussi. Une faille à corriger comme la faille Log4j il y a quelque temps, je pense ça a animé pas mal de monde, et à juste titre d'ailleurs. Et là, il fallait aller vite, parce que c'est encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, mais je le redis, c'est une course de vitesse, hein. Les attaquants ont toujours un cran d'avance sur nous. Donc, il faut être alerté le plus vite possible et réagir le mieux possible. J'allais pas dire le plus vite possible, parce qu'il y a des moments où on réagit mal quand on réagit vite, mais le mieux possible. Donc, essayer de se préparer justement à ces différents cas de figure, ce qui est pas simple. Alors, pour compléter et donner un conseil, si on peut se permettre, très pratico-pratique, aujourd'hui, je vous parlais de différents scans de vulnérabilité. Fabien a pris une faille plutôt type développement de produits. C'est vrai que aujourd'hui, nos équipes de développement ont leur backlog tous les jours des différents tickets à traiter dans la journée. On s'est inséré, nous, dans ce backlog. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cybersécurité alimente quotidiennement le backlog de nos équipes de dev. Donc, on l'alimente avec nos scans quotidiens, et on va l'alimenter aussi très rapidement de ces nouvelles vulnérabilités détectées ou annoncées, pour que nos équipes soient le plus réactives possible. Et on a mis des seuils de criticité à ces tickets. Et si la faille est jugée critique, il y a interdiction de mise en production de la solution intégrant une faille critique. Voilà. Si la faille est jugée critique, elle doit être corrigée dans le sprint. Alors, pardon, hein, mais pour ceux qui font un petit peu d'agile, ils se reconnaîtront. Elle doit être corrigée dans les 15 jours qui suivent. Voilà, pour la prochaine itération, entre guillemets, de la mise en production. Voilà, on a le temps pour encore une autre question. Ah, oui. Une, deux. Ah, allez-y. Merci. Par rapport à la post-quantum cryptographie, quelle est votre position par rapport aux algorithmes résistants à l'ordinateur quantique qui... Alors aujourd'hui, on en est au début de l'histoire, hein, on est bien d'accord. Et c'est un sujet de recherche qui est un sujet de recherche très actif en ce moment. On est attentif à ça parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'algos qui, s'ils sont à peu près résistants avec les modèles du moment, effectivement, quantique et post-quantique vont tomber. Donc, j'allais dire, on est attentif, on peut pas aller plus vite que la musique non plus, donc on suit effectivement ce qui se passe au niveau de la recherche. Par contre, on va pas non plus aller se mettre la rate au courbouillon, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on a des choses qui sont suffisamment solides, entre guillemets, pour résister à des choses qui sont dans le domaine du standard en termes d'attaque. Par contre, des attaques, effectivement, qui seraient menées par des entités étatiques ou autres, aujourd'hui, sont très difficiles à contrer. Vous imaginez, pour les questions que, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on essaie de se tenir au courant pour pas être complètement décroché au cas où ce genre d'attaque
pourrait tomber dans un domaine qui serait plus accessible pour le commun des mortels. C'est l'anticipation dans le fameux triptyque pilotage, anticipation, intégration. Exactement. Après, le risque zéro n'existant pas, Jamais. voilà. Jamais. C'est important de le savoir et de vivre avec, surtout dans nos métiers. Mais il faut savoir vivre avec. Vous avez raison, en fait. Voilà. Allez, une dernière. Il y a monsieur, on va pas vous quitter sur une frustration. Ce serait quand même dommage. Bonjour, je Bonjour. voulais savoir si les fuites de données aujourd'hui faisaient partie de vos mécanismes ou de vos routines dans la cyber, sur les comptes utilisateurs, ce genre de choses. Si vous faites de la DLP. Ah, du DLP. Alors, DLP, c'est une vaste question. Je sais qu'il y en a qui sont très actifs sur ce domaine-là parce que effectivement, ça a été j'allais dire, je parle presque au passé parce qu'en fait, ça a été très à la mode à un moment donné où les gens mettaient en place un certain nombre d'outils, tout ça. Bon, on se disait en mettant en place des outils qui permettent d'analyser tout ce qui sort, on va être averti, tout ça, machin. Concrètement, c'est extrêmement difficile à mettre en place pour que ça soit efficace sans gêner le business. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que si vous mettez ça en place, vous avez plein de canaux qui sont foncièrement fermés par défaut, j'allais dire. Donc, là encore, la sécurité, c'est une gestion du compromis, c'est une gestion du risque. Donc, il faut savoir positionner le curseur au bon endroit. Aujourd'hui, chez Electra, on l'a pas mis en place, ou tout au moins pas de manière généralisée. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Sensibles. Mais si vous voulez le faire de manière généralisée, c'est très difficile de le mettre en place sans gêner quelque part le bon fonctionnement des opérations. Voilà. On en reparlera parce que je connais des solutions qui sont pas mal. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. N'hésitez surtout pas Merci à tous. à nous recontacter les uns ou Bien les sûr. autres après cette table ronde si vous voulez approfondir le sujet. Merci à en tous. tout cas Merci. Fabien, merci Frédéric. Merci Guy. Merci.